Bonjour ou bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité à KTV, Quizy FM et live Facebook de KTV ce matin. Nous avons voulu l'avoir par téléphone pour avoir son regard également par rapport à Mayotte de demain, mais également revenir sur ce remaniement ministériel. C'est vrai qu'après la crise sanitaire ou pendant la crise sanitaire, ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout le monde s'y attendait à ce remaniement. Monsieur le sénateur, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour à tout le monde. Alors, monsieur le sénateur, ce remaniement, aujourd'hui on le disait à l'instant même avec Léonard Rodier, tout le monde s'y attendait, mais est-ce que quelque part, concernant Mayotte aujourd'hui, par rapport au changement des ministres qu'il y a eu, est-ce que ça ne change rien? Il n'y a pas de rupture, la continuité doit se faire avec notamment le ministre des Outre-mer. Bien évidemment, les choses doivent continuer et le travail s'accentuer. Quel que soit le ministre, les ministres, le gouvernement qui est en place, c'est une évidence. Et d'ailleurs, certains l'ont compris puisque d'ores et déjà des demandes de rendez-vous dans les ministères ont commencé à me parvenir. Je crois que il ne m'en voudra pas si je le cite, le maire Mouslim Abdourahman, qui est dans la continuité, annonce d'ores et déjà qu'il demande à avoir des rendez-vous ici dans le ministère. Il y a un sénateur, il y a un des ministres dont on a parlé, on parle ce matin dans le France Mayotte, c'est Éric Dupond-Moretti par rapport à la justice. Vous savez qu'il y avait des projets qui avaient été mis en cours pour Mayotte, pour la construction, pour le développement au niveau justice. Est-ce que vous avez prévu de le rencontrer pour lui en parler, pour savoir s'il y aura une continuité également à ce niveau-là? Bien évidemment. Le nouveau garde des Sceaux fait partie des membres du gouvernement qu'il faudra très rapidement contacter pour ces travaux et ces projets très importants pour Mayotte. Le système judiciaire mahorais s'est transformé ces dernières années. Vous savez, il nous manque toujours cette cour d'appel de plein exercice. À l'occasion de laquelle certaines choses pourraient être davantage précisées au niveau de Mayotte, et notamment la politique pénale à conduire dans ce département, qui est également une région, plutôt que d'avoir un chef de cour qui se trouve à La Réunion, un procureur général qui se trouve à La Réunion, territoire à partir duquel, quelque part, la politique pénale relative à Mayotte se décide. Donc, c'est un combat unanime des élus mahorais qu'il faudra très rapidement réengager, avec la particularité que Éric Dupond-Moretti est le confrère d'au moins 2 parlementaires. Je veux parler de Mansour Kamardine et de moi-même. J'espère que cette affinité peut contribuer à ce qu'il écoute mieux les intérêts de notre île. Alors, je reprends un peu la question de Léonard Rodier, monsieur le sénateur. On le sait que Dupond-Moretti a souvent été en désaccord avec la politique de Nicole Belloubet, notamment concernant les Outre-mer. C'est ce qui nous inquiète, nous, surtout Mayotte. Aujourd'hui, on le sait que nous sommes tous les jours en train de l'expliquer ici, que nous avons un centre pénitentiaire aujourd'hui qui est surchargé. On avait ce problème, notamment la grève des avocats, on se rappelle, et pas mal d'avocats locaux à Mayotte nous disaient, aujourd'hui par rapport à cette cour d'appel, nous sommes toujours annexés avec la Réunion. Est-ce que tout ça aussi, vous allez mettre quand même l'accent dessus pour qu'on puisse continuer ce regard qu'avait Nicole Belloubet, pardon? Alors, monsieur Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti avait ses opinions quand il était avocat et il n'était pas dans la politique. Maintenant qu'il est dans le gouvernement, il doit bien évidemment
être en phase avec la politique de ce gouvernement qui est la politique d'Emmanuel Macron et maintenant sous l'égide du nouveau Premier ministre Jean Castex. Donc la question ne se pose pas par rapport à la continuité de cette politique voulue par le président de la République et lequel a été élu à partir d'un programme qu'il convient de développer. Et s'agissant de ces dossiers, de ces projets relatifs à Mayotte, malgré cette continuité dont je parle, bien évidemment, il faudra sensibiliser ce nouveau garde des Sceaux qui est un teneur du barreau, mais qui est un nouveau en politique et qu'il faudra commencer par sensibiliser sur ces sujets. Et bien évidemment, ce n'est pas sous son œil d'avocat, tenant du barreau qu'il va devoir se prononcer, c'est par rapport à ses nouvelles fonctions de garde des Sceaux. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu hier, il a été un peu chahuté, ce nouveau ministre, espérant qu'il est dans la continuité. Je dis qu'un autre rendez-vous important que vous aurez probablement, c'est avec le ministre des Outre-mer, avec le Cornu, mais on a appris que son directeur de cabinet est un ancien de Mayotte. C'est donc une bonne chose. Pouvez-vous nous dire un peu plus, est-ce que vous l'avez rencontré, est-ce que vous avez parlé des problèmes de Mayotte, parce que je sais qu'il va aller en Guyane prochainement, mais est-ce qu'il va bientôt passer par Mayotte? Alors je le vois aujourd'hui, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, puisqu'il va y avoir une séquence au ministère des Outre-mer sur le service militaire adapté, et j'y participerai comme d'autres collègues parlementaires. Moi, j'aimerais que les Mahorais arrêtent de compter avec les anciens de Mayotte, les ceux-ci, les ceux-là, avec tel ou tel haut fonctionnaire. Notre avenir nous appartient d'abord. Ces personnes sont là pour que l'on demande leur concours en leur qualité de membres du gouvernement ou là par rapport au directeur de cabinet en sa qualité de fonctionnaire de ce cabinet. Donc pour vous, monsieur le sénateur, ça veut dire que c'est pas parce qu'un haut fonctionnaire de l'État est venu 2-3 fois ou a été dans un cabinet ou au secrétaire général en Outre-mer qui connaît forcément les problèmes des Outre-mer ou notamment ceux de Mayotte. Vous savez, cette circonstance peut être même contre-productive parce que moi, j'ai eu affaire à des gens qui ont connu plus ou moins longuement Mayotte et pour qui se sont arrêtés dans leur tête à Mayotte qu'ils ont connu il y a plusieurs années en arrière. Et c'est comme si dans leur tête, il y avait un logiciel qui s'était arrêté dans le temps et ces personnes-là continuent à raisonner comme si on était à cette époque-là. Et donc, pour moi, voilà, que telle ou telle personne ait pu connaître Mayotte, c'est un fait, mais ça reste un fait. Ça ne modifie en rien la façon dont il faut travailler les dossiers. Et je vous dis, parfois, ça peut être même contre-productif que quelqu'un se présente devant vous en disant « Ah, ben j'ai connu Mayotte. » Oui, et alors, ça fait quoi? Ce qu'on attend, ce sont des résultats et c'est de l'efficacité. Alors, monsieur le sénateur, vous, en tant que parlementaire aujourd'hui, quelle est la stratégie à adopter? On le sait on l'a dit ici, on le redit, le quinquennat d'Emmanuel Macron a été bousculé par la grogne sociale en France, mais également cette crise sanitaire. Nous avons aujourd'hui ce plan de convergence avec déjà ces 2,6 milliards. Est-ce que vous, votre rôle de parlementaire, c'est de dire attention, il faut absolument activer ces chantiers rapidement, même si on est toujours en crise sanitaire, et avec vos collègues parlementaires, continuer à amener ce combat, parce qu'on sait que tout le monde prépare les présidentielles là. Alors, déjà, Camar, je ne sais pas où vous avez trouvé l'autre milliard. Pour moi, c'était pas 2,6 milliards, mais 1,6 milliard. C'est 1,6 milliard. Si, oui, si vous avez dégoté 1 milliard supplémentaire quelque part, on est preneur. J'attends beaucoup
des nouveaux maires des organisations intercommunales et des syndicats qui viennent d'être élus. D'ailleurs, je vais commencer par vraiment les féliciter et puis adresser un mot de compassion à ceux qui ont été malheureux, ainsi qu'aux électeurs, bien évidemment. Et la balle est dans notre camp, vous l'avez dit, cette somme conséquente est sur la table. Il faut la consommer d'ici la fin du quinquennat et pour ça, seuls les dossiers solides et bien ficelés seront nécessaires, enfin, vont l'emporter. Et j'attends énormément ces dossiers, on attend ces projets et en tant que parlementaire, bien évidemment, je suis là, je reste à la disposition de tout le monde, comme mes collègues parlementaires, et bien pour faire entendre encore plus, encore mieux la voix de Mayotte et pour que ces projets aboutissent. Alors, monsieur le sénateur, ce milliard 600 millions, c'est un acquis. En tout cas, nous l'espérons, nous touchons du bois. Mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une représentativité de la République en marche? On a vu Emmanuel Macron venir quand même si on n'a pas dit que c'était pas de la campagne qu'il faisait, mais il n'y a pas un élu investi LRM ou soutenu LRM qui part avec des bons résultats. Est-ce que ça va pas nous faire défaut? Alors, vous exagérez en disant qu'il n'y a pas un élu. Non, il n'y a pas de candidat tête de liste investi ou soutenu par la République en marche qui l'ait emporté. Encore qu'il faudra préciser pour certains leur appartenance à En Marche, parce que vous le savez bien, il y en a qui ici à Paris se disent En Marche et puis à Mayotte font politique contre En Marche. Donc ces précisions-là doivent être apportées. Il y en a, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, comme le maire Mouslim Abdourahmane, qui est quelqu'un qui est En Marche et qui l'assume, mais qui n'a pas voulu porter cette étiquette compte tenu de la composition de sa liste. Dans les élus qui ont été les conseillers municipaux et les conseillers municipaux qui ont été élus, il y a des élus En Marche, donc il faut relativiser ce que vous appelez En Marche et pas En Marche. Et puis pour répondre au fond de votre question, bien évidemment, le président de la République et le gouvernement sont là pour au service des Français et donc des Mahorais. Et bien évidemment, ce n'est pas dans une démocratie comme la France qu'on va faire des distinctions selon l'appartenance politique des uns et des autres. Ça s'est jamais fait et ce n'est pas sous ce gouvernement que cela se fera. Je vous dis, ce sont les projets. Lorsque ce milliard 7 a été mis sur la table, il n'a jamais été question de le soumettre à condition. La seule condition, c'est de monter les projets pour que cet argent soit consommé. Sénateur, le fait d'être en orange actuellement inquiète beaucoup d'entreprises ici à Mayotte. Je sais que vous êtes battu pour qu'on puisse lever l'état d'urgence avant la fin octobre si ça va mieux. Est-ce que vous en savez un peu plus maintenant? Le préfet a parlé hier qu'on avait 2 facteurs sur 4 déjà de vert. Mais est-ce que vous pensez que d'une part, on risque de passer rapidement au vert et d'autre part, est-ce que les projets qui sont en cours, notamment pour ce milliard 6, risquent d'être un peu bloqués par rapport au fait qu'on soit encore en orange? Aucun projet ne va être bloqué juste parce que Mayotte n'est pas dans la bonne couleur par rapport au Covid. Par contre, il est évident que parce que derrière les projets, c'est des travaux. Des travaux pourraient être freinés, ralentis à cause de cette crise. Effectivement, comme je l'ai dit, le fait que Mayotte soit encore classé en orange jusqu'au 30 octobre prochain, ce n'est pas très bon signe pour l'image, pour les investissements. Encore
l'image de Mayotte, de toutes les façons, doit être travaillée avec qu'on soit dans cette épidémie ou pas. Ça, c'est une question à part entière. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ce classement, parce que autant une loi fixe ou prolonge l'état d'urgence, autant un simple décret du Premier ministre peut y mettre fin. Et plutôt que de chercher à changer cette couleur, alors que les éléments scientifiques, les éléments matériels sont là, et ce sont eux seuls qui déterminent ce classement, si je puis dire, battons-nous collectivement pour faire reculer ce virus. Et c'est seulement à partir de là, sans tricher, avec les tests qui seront faits, c'est seulement à partir de là que si on baisse les critères de classement, on pourra demander à ce que cette date du 30 octobre soit rapprochée. Enfin, personne de sensé n'ira demander qu'on classe Mayotte en vert, alors que le virus continuerait à circuler activement. Il faut d'abord changer collectivement cette situation, et vous verrez les données scientifiques, si ils sont en accord avec la situation, eh bien, il n'y aurait aucune difficulté à obtenir un autre classement que l'orange. Monsieur le sénateur, j'aimerais qu'on parle un peu diplomatie, parce que nous arrivons à la fin de ce temps de parole. Nous avons entendu, en tout cas avant qu'elle cède sa place à Sébastien Lecornu, Annick Girardin est passée sur notre plateau nous dire qu'elle souhaiterait qu'on réouvre les frontières et qu'on continue les reconduites à la frontière, sauf que pour l'instant la diplomatie, on n'en sait pas trop où est-ce qu'elle en est. On a entendu le président Zali dire que lui de son côté pourrait ouvrir rapidement ses frontières, mais parlons de ces accords cadres. Est-ce que vous avez un œil, vous avez quand même un œil sur cette diplomatie par rapport aux accords cadres? On dirait que peut-être les Comores n'ont pas encore consommé 1 euro des 150 millions qu'on devrait leur verser. Ça, on est où ces accords cadres aujourd'hui? Alors si l'ancien ministre des Outre-mer et le président de la République ont pris position relativement récemment par rapport à cet accord cadre, c'est que les élus mahorais, nous veillons sur cet accord. Et moi-même, dès le mois de mars ou avril, je n'ai plus de souvenir exact, j'ai écrit à Monsieur Le Drian pour lui dire que ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire que il ne fallait pas continuer à veiller sur cet accord cadre. Vous savez, les choses sont claires. Soit cet accord est respecté, soit il ne l'est pas. Je l'ai dit, je le répète, si les Comores ne respectent pas cet accord cadre, eh bien moi je serai le premier à demander au gouvernement français de le suspendre et de ne pas respecter sa contrepartie. Une réunion avait été programmée en juin pour que ce groupe de suivi dont font partie les élus mahorais ait lieu et puisse examiner une étape. Malheureusement, cette réunion a été ajournée. Je ne sais pas à quelle date elle aura lieu, mais activement, les élus mahorais, nous devons à nouveau monter au créneau pour que cette réunion ait lieu et que les Comores viennent nous dire où est-ce qu'ils en sont dans le respect ou dans le non-respect de cet accord. Et que nous, unanimement, je sais que du côté mahorais, nous conditionnerons la continuation de cet accord cadre au respect de ces mesures par les deux parties. Monsieur le sénateur, merci d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions. On sait que c'est un peu compliqué par téléphone depuis Paris, mais bon, nous avons pu entendre les réponses de nos questions. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Voilà, c'était tout pour ce premier temps de parole consacré au sénateur et vice-président Thani Mohamed Soli.